On entend souvent que les blockchains sont décentralisés, que ce sont des systèmes neutres, résistants à la censure, impossibles à arrêter. Mais quand on creuse vraiment, on s'aperçoit qu'en dehors de Bitcoin, presque aucune blockchain n'est complètement décentralisée, pas même Ethereum. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons aux bases. Pourquoi veut-on qu'une blockchain soit décentralisée? Dans le système bancaire traditionnel, tout est centralisé. Et un système centralisé, c'est un système où quelqu'un, quelque part, peut vous couper l'accès à votre propre argent, bloquer vos transactions, vous imposer des règles changeantes, ou même certains organismes peuvent prélever directement sur votre compte sans vous demander votre avis. Les gels de compte, les refus de virement, les pannes, les décisions arbitraires sont monnaie courante. La décentralisation est une réponse à cela. Une manière de dire, on ne veut plus d'un système où quelques entités possèdent tout le pouvoir sur des biens personnels. Mais même Ethereum, souvent considéré comme la plus décentralisée juste derrière Bitcoin, présente encore de nombreux points de contrôle possibles. Des points de pression que des États ou des acteurs privés peuvent exploiter. Mais alors quels sont les différents points de centralisation potentielle d'Ethereum, et plus globalement de la majorité des blockchains hors Bitcoin? Comment pourrait-il être utilisé pour influencer le réseau? En quoi cela pourrait affecter les fonds détenus dessus? Et est-ce que ces failles signifient que ces blockchains n'ont pas d'avenir? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Johan et j'ai Globe Cryptanon pour comprendre comment Bitcoin et les plateformes de contrats intelligents vont transformer notre monde. Avant de parler d'Ethereum et des autres blockchains, il faut vraiment comprendre à quoi sert la décentralisation. Parce que ce n'est pas seulement une caractéristique technique, c'est une protection, une forme de garantie contre les abus qui existent dans les systèmes financiers traditionnels. Dans le système bancaire classique, tout passe par un intermédiaire. Une banque, un réseau de paiement comme Visa ou Mastercard, et les États qui font autorité directement sur eux. Et à partir du moment où quelqu'un détient le contrôle, ce quelqu'un peut décider qui a le droit de transiger, quand, avec qui et pour quel montant. Et on le voit régulièrement. Si vous faites un virement un peu trop gros, votre compte peut être bloqué. Si vous recevez un paiement qui semble suspect selon l'algorithme de la banque, vous devez justifier l'origine des fonds. Il y a aussi des refus de transactions. Acheter des crypto-monnaies, envoyer de l'argent à l'étranger, acheter de l'or. Il suffit qu'un système considère votre opération non conforme pour qu'elle soit rejetée. Parfois sans transparence et sans explication claire. Et puis il y a des cas plus agressifs. Ça s'appelle une SATD, une saisie administrative à tiers détenteur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'administration estime que vous lui devez de l'argent, ça peut être un impôt en retard, une taxe, une amende, un trop perçu, elle envoie un ordre à votre banque. Et la banque, elle, n'a pas le choix. Elle bloque l'argent immédiatement et la transfère automatiquement à l'État. Vous n'êtes même pas prévenu avant. Vous recevez un courrier après que l'argent a été pris. Et la seule chose que la banque doit laisser sur votre compte, c'est un minimum d'environ 600 €. Tout le reste peut être saisi du jour au lendemain. Ce mécanisme existe dans la plupart des pays développés sous une forme ou une autre. On l'a vu notamment en Grèce, au Liban ou encore à Chypre en 2013. Le pays était en faillite et ses banques aussi. L'Union européenne a alors imposé qu'une partie des économies des citoyens soit confisquée directement sur leur compte. Parfois jusqu'à plus de 40%. Les retraits ont été plafonnés, les transferts bloqués, et les banques fermées plusieurs jours. Et tout ça montre une chose très simple, dans le système bancaire traditionnel, votre argent ne vous appartient jamais vraiment. Vous avez un solde affiché à l'écran, mais l'accès à votre propre argent dépend entièrement de tiers. La banque, les systèmes de paiement et l'État. Ensuite, dans d'autres pays, ce sont les motivations politiques qui censurent. On a vu des manifestants se faire geler leur compte bancaire, on a vu des interdictions de paiement appliquées à des millions de personnes qui n'avaient commis aucune faute individuelle, ou encore Visa et Mastercard couper l'accès à un pays entier en moins de 48 heures. Et ce qu'il faut mettre en perspective aussi, c'est qu'en France, cela s'inscrit dans un contexte de hausse des impôts. Le taux de prélèvement obligatoire ne cesse d'augmenter depuis 50 ans. Le taux de prélèvement obligatoire, c'est tout simplement la part de la richesse produite dans un pays qui est prélevée par l'État et les administrations publiques. En clair, sur 100 € créés dans l'économie, combien sont récupérés via les impôts, les taxes et les cotisations sociales? Sur 100 € créés en 1960, l'État en prélevait 30, désormais il en prélève 43. C'est un indicateur qui sert à mesurer le poids réel de l'État dans l'économie et à comparer les pays entre eux. Donc depuis 50 ans, on a des couches de fiscalité supplémentaires, de nouvelles obligations, de nouveaux prélèvements automatiques. Dans un système centralisé, il suffit à l'État de voter une loi pour augmenter votre charge fiscale. Alors si cela vous convient, ce n'est pas un problème, mais si cela continue d'augmenter et que cela ne vous convient plus, vous n'aurez aucun recours, aucun moyen d'y échapper, hormis l'expatriation, tant que vous pouvez encore le faire. Tout cela crée un environnement où l'individu n'a aucun contrôle réel. Son argent n'est pas véritablement à lui. Il dépend d'un tiers, d'un ensemble de règles qui peuvent changer sans préavis. La décentralisation cherche à réparer cela.
Elle cherche à donner aux utilisateurs une forme de souveraineté, la possibilité de détenir, transférer et utiliser son argent sans demander la permission. Et c'est pour ça que Bitcoin a été conçu, pour créer un réseau neutre, ouvert, résistant aux abus, aux coups de pression et aux manipulations politiques et économiques. Bitcoin y arrive très bien. Expliquer comment pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais le problème c'est que la plupart des blockchains apparus ensuite, même les plus éprouvés comme Ethereum, n'ont pas réussi à atteindre ce niveau de résistance. Alors Ethereum et plus largement la quasi-totalité des blockchains modernes, sont-elles vraiment décentralisées? Eh bien on peut dire qu'Ethereum est la plus décentralisée parmi les blockchains centralisées. Parce qu'en théorie elle tient la route. 1 million de validateurs, 12 000 nœuds répartis dans le monde entier, a priori elle semble très décentralisée. Mais en pratique, plusieurs points de contrôle existent et chacun d'eux peut potentiellement affecter les transactions, les fonds ou l'accès au réseau. Le premier point de centralisation potentiel est qu'Ethereum utilise un mécanisme de consensus appelé la preuve d'enjeu. Dans ce modèle, ce ne sont plus des machines qui minent comme en preuve de travail sur Bitcoin, mais des validateurs qui sécurisent le réseau en immobilisant une quantité de TH. Pour devenir validateur, il faut déposer 32 TH, ce qui permet d'être sélectionné pour proposer ou attester un bloc, d'être récompensé si on se comporte correctement, et d'être puni si on agit de manière malveillante en se voyant confisquer ses fonds. Sur le papier, c'est simple et ouvert à tous. Dans la pratique, 32 ETH, ça correspond à environ 100 000 $ aujourd'hui, c'est inatteignable pour la majorité des utilisateurs. C'est pour cela que la plupart des utilisateurs passent par des intermédiaires géants qui mutualisent le stacking. Les principaux sont Lido, SSV, Binance, Coinbase, Kraken, Rocket Pool, OKX. En tout, 5 entités contrôlent près de 50% du stacking total. Et certains seuils de contrôle sont critiques. Ethereum en a 3, avec 34% on peut empêcher les blocs de se finaliser, avec 50% on peut censurer des transactions, et avec 66% on peut prendre le contrôle complet de la blockchain. Donc par exemple, certains gouvernements pourraient exercer un fort contrôle dessus, notamment les États-Unis. Ils pourraient obliger les entreprises américaines qui font du stacking, comme Coinbase, Kraken, certains opérateurs de Lido ou de SSV, à suivre des consignes précises. En réunissant toutes ces parts, ils pourraient atteindre un niveau suffisant pour perturber le réseau. Avec environ 34% du stacking contrôlé, un gouvernement pourrait empêcher Ethereum de finaliser normalement, rendre les blocs instables, retarder certaines transactions sensibles, perturber le fonctionnement des applications basées sur Ethereum. Il pourrait donc désorganiser la chaîne au point de la rendre difficile à utiliser. Alors actuellement ce n'est pas d'actualité, d'autant plus que l'administration américaine actuelle est plutôt conciliante envers les blockchains et attachée aux libertés individuelles, mais rien ne dit que ce sera toujours le cas. Deuxième point de centralisation, la façon dont les blocs sont construits. En théorie, chaque validateur Ethereum pourrait créer lui-même son bloc. En pratique, la majorité d'entre eux délèguent cette tâche à des services externes appelés des relais MEV. C'est un intermédiaire qui reçoit toutes les transactions, les trie et fabrique un bloc optimisé pour apporter le plus de frais possible. Pour cela, ils peuvent par exemple mettre en premier les transactions qui payent les frais les plus élevés et en exploitant le MEV, qui signifie Maximum Extractable Value, c'est-à-dire en mettant à profit des opportunités de profit liées à l'ordre des transactions. En bref, le relais regarde tout, réorganise tout, et construit un bloc très rentable pour lui et pour le validateur. C'est efficace, mais cela donne énormément de pouvoir à une poignée de relais qui décident pratiquement de l'ordre réel des transactions sur Ethereum. Si les principaux relais adoptent des règles de conformité, par exemple celles imposées par l'OFAC, qui est l'organisme de sanctions financières des États-Unis, ils peuvent refuser certaines transactions, ralentir des opérations, ignorer des adresses entières, ou encore bloquer des protocoles jugés sensibles, comme Tornado Cash. Et ce n'est pas théorique. En 2022, les blocs soumis à des restrictions de l'OFAC auraient atteint 70% de la production des blocs. Aujourd'hui, on serait autour de 34%. Donc une transaction peut sembler bloquée, alors qu'en réalité, elle est juste refusée par les relais. La blockchain, elle, fonctionne normalement. Mais l'accès passe par un filtre invisible que l'utilisateur ne contrôle pas. Le troisième point de centralisation potentielle, ce sont les nœuds RPC. Quand vous utilisez un portefeuille, vous n'êtes pas connecté directement à la blockchain. Votre portefeuille n'a pas sa propre copie d'Ethereum. Il ne fait que poser des questions à un serveur externe. Ce serveur, c'est un nœud RPC. RPC signifie Remote Procedure Call. Un nœud RPC est un intermédiaire technique qui permet à votre portefeuille de lire votre solde, envoyer une transaction, interroger un contrat intelligent. Sans RPC, MetaMask, Exodus, Ledger Live ou n'importe quel portefeuille ne peut littéralement rien faire. C'est une passerelle indispensable entre vous et Ethereum. Les plus gros fournisseurs sont Infura, Alchemy, ANKR, et ces services ont un pouvoir énorme et très concentré. Ils peuvent voir les requêtes, filtrer les transactions, bloquer un pays entier, couper l'accès à un protocole ou simplement tomber en panne. Par exemple, Infura a bloqué l'accès à certains pays, donc MetaMask peut sembler ne pas fonctionner, alors qu'en réalité la blockchain fonctionne parfaitement,
mais la porte d'entrée est fermée. Votre portefeuille deviendrait un simple écran vide, incapable de communiquer avec le réseau. Si vous êtes débutant, que vous voulez apprendre à utiliser la blockchain et investir en crypto-monnaie, vous avez accès à un guide gratuit qui explique en détail, capture d'écran par capture d'écran, comment procéder. Vous avez aussi accès à crypterlearn.com qui contient plus de 200 articles de formation sur la finance décentralisée. Les liens sont en description. Ensuite, le quatrième point de centralisation potentielle d'Ethereum, ce sont les fournisseurs cloud. Une grande partie des nœuds Ethereum, donc à la fois les RPC, indexeurs, explorateurs, et globalement tout ce qui permet de faire fonctionner le réseau, est hébergé sur les serveurs de AWS, Google Cloud, Cloudflare, Azure. Si un gouvernement dit couper tous les nœuds liés à telle région, telle activité, ces géants peuvent débrancher des centaines de nœuds instantanément. Ethereum survivrait probablement, mais il y aurait des applications paralysées, des services indisponibles, des explorateurs inaccessibles ou des portefeuilles incapables de fonctionner. Là encore, vous possédez vos fonds, mais vous n'avez plus de réseau utilisable. Ensuite, le cinquième point de centralisation, ce sont les stablecoins. USDC, USDT et la plupart des stablecoins sont des contrats intelligents avec un bouton pause. Circle, Tether ou d'autres peuvent geler une adresse, annuler un transfert, bloquer un contrat, et ils le font régulièrement. Certains stablecoins existeraient donc toujours sur l'adresse, mais ils seraient morts, bloqués, inventables. On peut changer de stablecoin, certes, mais la grande majorité des stablecoins restent américains, et donc sous juridiction US. Ensuite, Ethereum dépend d'équipes de développeurs, de la fondation Ethereum. S'ils subissent une pression politique sérieuse, ils peuvent être poussés à introduire des mécanismes de conformité, des filtres, des modifications du protocole. Sur Bitcoin, c'est quasiment impossible. Sur Ethereum et la quasi-totalité des plateformes de contrats intelligents, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc pour résumer, Ethereum présente plusieurs points de contrôle potentiels qui sont le stacking, la construction des blocs, les nœuds RPC, les fournisseurs cloud, les stablecoins, la gouvernance. Et en réalité, il y en a d'autres. Je n'ai pas mentionné le code sur GitHub ou encore les différents logiciels permettant de faire tourner un nœud qui sont assez concentrés. L'ensemble de ces points peuvent potentiellement bloquer des transactions, limiter l'accès au réseau, geler des actifs ou perturber l'usage complet de l'écosystème. C'est pour cela que Bitcoin reste la blockchain de référence véritablement résistante à la censure. Et que presque toutes les autres, y compris Ethereum, devraient plutôt être considérées comme semi-décentralisées. Mais si ces réseaux ont autant de points de centralisation potentiels, est-ce que cela rend ces blockchains inutiles ou vouées à l'échec? Parce qu'on pourrait se dire, très bien, si Ethereum peut être censuré, si ces RPC peuvent être bloqués, si ces stablecoins peuvent être gelés, alors à quoi bon utiliser ces blockchains plutôt que de revenir à ce bon vieux système bancaire traditionnel? C'est une question légitime, parce que Ethereum n'est pas aussi décentralisé que Bitcoin, mais cela reste déjà plus décentralisé que le système bancaire traditionnel. Les chances pour que le gouvernement américain ou une entreprise privée américaine vous contraigne est beaucoup plus faible que la législation française ou européenne influe sur votre compte bancaire ou vos biens. Mais le plus important, c'est qu'Ethereum et les autres blockchains programmables permettent des choses impossibles ailleurs, ni dans le système bancaire traditionnel, ni sur Bitcoin. Ce quelque chose, c'est la technologie des contrats intelligents. Un contrat intelligent, c'est un programme autonome enregistré sur la blockchain qui s'exécute tout seul dès que des conditions prédéfinies sont remplies. Sans banque, sans avocat, sans notaire, sans juge, sans comptable. Autrement dit, de la logique appliquée à de l'argent. Grâce à eux, on peut créer des tokens, programmer la circulation de l'argent en réagissant à des informations réelles, comme le prix d'un actif, la météo ou un vol annulé. On peut créer des règles financières complexes qui s'exécutent sans intermédiaire. Faire interagir des milliers d'applications ensemble, c'est totalement impossible dans le système bancaire et sur Bitcoin. L'une des meilleures applications de cela aujourd'hui, c'est la tokenisation des actifs réels. Grâce aux contrats intelligents, on peut transformer des obligations, des actions, de l'or, les parts d'un fonds financier ou de l'immobilier en jetons numériques transférables 24 heures sur 24 partout dans le monde. Grâce à cela, un actif tokenisé se vend instantanément, se transfère sans autorisation, peut servir de garantie, peut distribuer automatiquement des intérêts, et tout cela pas uniquement dans un système fermé, mais une plateforme ouverte, compatible avec plusieurs applications différentes, tout cela depuis votre portefeuille. Aucun système bancaire ne peut faire ça, Bitcoin non plus. Et la tokenisation des actifs réels ne cesse d'augmenter, en plus d'être soutenue par les plus grandes institutions financières actuelles. Pour mieux comprendre les actifs réels tokenisés, je vous invite à regarder la vidéo dédiée au sujet qui s'affiche juste au-dessus. Et il y a d'autres applications où cette programmabilité de l'argent peut être très utile, notamment dans les prêts et emprunts, certaines assurances, certains secteurs de l'art, les paris et prédictions en ligne comme on a pu voir avec Polymarket, ou encore de la supply chain. Les applications sont potentiellement très variées, et au-delà de la programmabilité, ces réseaux sont internationaux avec des frais très bas, plus bas que le réseau Bitcoin. Ce qui fait que les blockchains modernes sont aussi très utiles pour les transferts internationaux, qui sont d'habitude très onéreux dans la finance traditionnelle, avec des frais allant de 6 à 13%.
Si l'on résume tout ce que l'on vient de voir, on peut retenir principalement 3 idées. La première, c'est que le système financier traditionnel est un système entièrement centralisé, et cela crée des abus récurrents, des comptes gelés, des virements bloqués, des confiscations administratives, des pannes et une fiscalité qui ne cesse d'augmenter. Dans un tel système, l'individu n'a aucun contrôle réel sur son propre argent. La deuxième idée, c'est qu'Ethereum et la majorité des blockchains modernes n'ont pas atteint une véritable décentralisation. Elles restent vulnérables. Les validateurs, les nœuds RPC, les fournisseurs cloud peuvent se concentrer, les stablecoins peuvent être gelés, les relais peuvent filtrer des transactions, et la gouvernance peut être influencée. Autrement dit, ce ne sont pas des systèmes parfaitement neutres. Et pourtant, la troisième idée, c'est que ces blockchains restent indispensables, même si sujettes à certains points de centralisation. Parce qu'elles permettent des choses tout simplement impossibles dans le système bancaire traditionnel et sur Bitcoin. La tokenisation, les transferts internationaux à bas coût, la programmabilité financière via la DeFi, les assurances paramétriques, les royalties automatisées, tout cela ouvre un champ d'innovation qui n'existe nulle part ailleurs. Donc opposer Bitcoin et Ethereum, cela revient un peu à comparer des choux et des carottes. Il n'y a pas vraiment à choisir entre résistance à la censure et programmabilité. Ce sont des outils avec 2 objectifs différents. Bitcoin sert de socle monétaire neutre et résistant, Ethereum et les autres blockchains servent d'infrastructure programmable pour automatiser les pans de l'économie qui peuvent en bénéficier. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile et que vous voulez suivre les débuts de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos.